libéral qui pousse à la concurrence libre et non faussée, à la compétition généralisée, nourrissent des colères qui font que l'Union européenne se rend détestable aux yeux des peuples et l'exprime par différentes manières, soit par l'abstention, soit par le vote d'extrême droite qui d'ailleurs, vous le voyez, monte partout dans l'Union européenne. Vous dites qu'il joue sa survie politique. Ah mais attendez, moi je pense qu'aujourd'hui, et même si nous, depuis le mois d'août dernier, c'est-à-dire avant le mouvement des Gilets jaunes, nous avions dit que cette élection, vous l'avez dit, élection intermédiaire, devait aussi servir, pas que, mais aussi servir à sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Mais c'est la seule occasion que nous avons. C'est-à-dire que si précisément, plutôt que de balayer d'un revers de la main l'essentiel des revendications, comme il l'a fait lors de sa conférence de presse d'il y a quelques jours, si Emmanuel Macron avait donné suite, par exemple, à cette revendication largement soutenue, au-delà même du mouvement des Gilets jaunes, du référendum d'initiative citoyenne, on aurait pu faire autrement. Il y aurait eu des outils démocratiques. Là, aujourd'hui, et dans le calendrier électoral, le seul outil que nous ayons, c'est cette élection. Donc oui, moi je le dis, ce 26 mai, ne peut pas être considéré comme un à côté du mouvement de contestation populaire que l'on connaît depuis maintenant 6 mois. Quand on regarde finalement les remontées à la fois à travers les différents types de recueil des opinions des Français, etc., au final, cette idée de référendum, elle sortait pas dans les premières revendications des Français. Et puis quand vous dites qu'il a rien écouté, Emmanuel Macron, il a quand même lâché 10 milliards en 10 minutes au mois de décembre. Il en a remis 7 ou 8. Là, on va être à quasiment 20 milliards. Enfin, je veux dire, quand vous dites qu'il n'a pas écouté... Emmanuel, Le Chypre, il vous aura quand même pas échappé que parmi les revendications essentielles du mouvement des Gilets jaunes, il y en a certaines qui étaient soutenues bien au-delà de ce mouvement. Je pense au référendum d'initiative citoyenne. Je crois qu'ici même, vous aviez commandé des sondages d'opinion qui montraient qu'il y avait un large soutien. De la même manière, sur le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, je crois que ça fait à peu près consensus. C'était clair, les Français étaient une majorité à vouloir son rétablissement. Emmanuel Macron nous avait annoncé que, après sa conférence de presse, plus rien ne serait comme avant. Vous vous en souvenez ? Précisément, on a eu le droit à un espèce de bilan de mi-mandat auto-satisfait. Et il nous a dit on va continuer à aller plus vite. Et même d'ailleurs, alors que les Français disent on voudrait que les salaires augmentent, on voudrait peut-être partager davantage le travail, Emmanuel Macron dit la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il va falloir travailler plus. Je crois que tout ça n'est pas sérieux. Des bases d'impôts annoncées. Non mais attendez, parce que c'est intéressant. Les 10 milliards mis en circulation, par exemple, dont vous parlez à juste titre, Emmanuel Macron glosait en disant c'est la prime Macron. Mais non, c'est la prime Gilets jaunes, parce que sans les Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu cette prime. Et par ailleurs, on peut aussi voir que ces 10 milliards ont été dépensés d'une manière qu'il faut apprécier politiquement. Moi, par exemple, je vous le dis, la prime d'activité, bon, certes, ça redonne un peu de pouvoir d'achat à ceux qui en ont bénéficié, mais qu'est-ce que la prime d'activité? Sinon de la subvention publique à des bas salaires et aux contrats précaires. Moi, je suis par exemple pour une véritable hausse des salaires. Est-ce que prouve cette mise en circulation de 10 milliards? Regardez les boîtes, comment elles ont augmenté les salaires l'année dernière. Les salaires, il faut augmenter le parce que les fameux 850 euros. Attendez, Emmanuel juste pour terminer les chiffres. Oui. Les fameux 850 euros de l'OFCE qu'a repris un peu maladroitement le Premier ministre. Il y a d'ailleurs l'inflation là-dedans, vous le savez. Absolument. Il y a la moitié, un peu moins de la moitié qui vient des mesures Macron, mais l'autre moitié, c'est quand même les entreprises qui casquent. Oui, mais en attendant, en tout cas, il y a une chose qui est vérifiée par la mise en circulation de ces 10 milliards. C'est que derrière, il y a eu des résultats en matière de croissance, notamment, qui montrent donc que nos thèses sont validées. Quand on dit qu'il faut relancer la consommation populaire, parce que précisément, quand vous augmentez le pouvoir d'achat, j'aime assez mal ce terme, mais les revenus de ceux qui ont des bas salaires, eh bien, plutôt que de faire des tas, plutôt que d'aller dans l'économie spéculative, eux relancent véritablement l'activité de ce pays. Ensuite, ce raisonnement bute sur la question climatique. Et il en a été bien peu question dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Alors après, on va parler dans le programme. Non, on va y attendez. revenir. Vous voulez qu'on parle du virage vert d'Emmanuel Macron? On va beaucoup s'amuser. On va y revenir. Éric Brunet. Quand on regarde le total des gauches dans les instituts de sondage, dans la perspective de ces européennes, on se rend compte que les gauches françaises totalisent moins de 29% d'intention de vote. C'est pas grand-chose. Est-ce qu'au fond, le problème, votre problème, le problème de la gauche en France, c'est pas que nous avons été dans l'histoire, l'État, nous sommes construits comme l'État le plus redistributif, quoi. En gros, on est l'État le plus redistributif. On est le seul pays au monde, tiens, on parle beaucoup des retraités en ce moment, où les retraités, le seul pays sur 195, où les retraités ont un niveau de vie moyen, bien sûr, plus élevé que l'ensemble de la population. Emmanuel le disait tout à l'heure, le revenu des Français vont augmenter de 800, 700, 800, 900 euros au cours de l'année 2019. Au fond, c'est vrai qu'il y a de la souffrance sociale dans ce pays, comme dans tous les pays du monde, mais globalement, la France est un pays plus social que les autres pays. C'est un pays plus redistributif que les autres pays. Alors finalement, quelque peu, ça tarit votre job. Ça tue un peu la gauche française. Est-ce que le fait que la France soit un pays particulièrement redistributif est une bonne chose? Je vous pose la question. Oui, c'est une bonne chose. Et donc il faut le continuer précisément, pas faire en sorte que ça
ça se tarisse, ce modèle social que nous avons construit. Non, Éric Brunet, aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe parce que vous prenez les éléments qui servent votre raisonnement. Vous dites, voilà, on est le pays le plus redistributif. Vous pourriez aussi dire, Éric Brunet, que nous sommes les champions du monde des dividendes reversés aux actionnaires. Vous pourriez le dire, ça. Vous ne le dites jamais. Vous pourriez le dire. Vous savez qu'aujourd'hui en France, un salarié français travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Comparativement, mais si c'est vrai. Non, Emmanuel Le Chypre, vous qui êtes un économiste, en 1981 en moyenne c'était 9 jours par an. Aujourd'hui c'est 45 jours. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il faudra travailler plus, surtout que vous le savez, vous que les Français en moyenne, le temps de travail en emploi des Français est supérieur annuellement à celui de nos voisins allemands par exemple. C'est pas ça qui compte. Donc voilà, bien sûr que si, que c'est ce qui compte. Mais surtout Emmanuel Le Chypre, surtout attendez. Juste sur l'emploi pour terminer et pour être un peu sérieux. Aujourd'hui, la situation de l'emploi dans notre pays, je le pense et je crois qu'on peut tomber d'accord là-dessus, c'est une situation de pénurie d'emploi. Oui. Quand vous regardez les chiffres, on a en gros une offre d'emploi non pourvue 100 candidats pour 100 personnes disponibles à Pôle emploi. Attendez. Par conséquent, même si vous traversez la rue, même si vous mettez tous les chômeurs dans une case vide, vous avez une masse considérable de chômage. Je crois précisément que dans un moment comme celui-ci, on ne peut pas dire qu'il faut travailler plus. Oui, mais par exemple, les retraités, combien sont-ils de plus de 60 ans qui travaillent encore? Prenons l'exemple précis des fonctionnaires. La majorité le veulent. La majorité le veulent travailler. Prenons l'exemple précis des fonctionnaires aujourd'hui. Plus de 150 manifestations aujourd'hui contre le projet de loi de transformation de la fonction publique. On ne peut pas assouplir ce système. Il ne faut pas assouplir ce système, introduire des outils d'assouplissement, de rebondissement, de carrière, de pilotage des ressources humaines. De rebondissement de carrière, assouplir, c'est-à-dire quoi? De faciliter le passage du public au privé, le pantouflage, tout ça? Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron affaiblit l'État. Il défait la France pour satisfaire les exigences de l'Europe du fric. Voilà ce qui se passe. 4,1 la manifestation d'aujourd'hui. 5,7 au janvier 2019. Oui, Madame Lévy, depuis 10 ans, il se ferme un bureau de poste par jour dans notre pays. Depuis 10 ans, depuis 10 ans, il se ferme une école par jour dans ce pays. En 20 ans, la moitié des maternités ont fermé. Avons-nous, oui ou non, besoin de services publics? Je pense que oui. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est simplement poursuivre un projet politique qui n'a qu'une seule visée, qui voudrait que tout le pays se lève d'enthousiasme pour ça, faire des économies. Quand M. Blanquer, tout à l'heure, à ma place, se sent inspiré d'une vision pour l'éducation de ce pays, mais pour le coup, je reprends l'expression macroniste, c'est de la pipe. Sa seule vocation, c'est de faire des économies, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins... Si, bien évidemment, on peut par exemple faire en sorte par exemple qu'on évite les passages du public au privé, on peut justement davantage sécuriser, on peut embaucher davantage. Enfin, Madame Lévy, quiconque a fait l'expérience pour soi ou pour ses proches de l'hôpital public voit bien que ça ne tient plus, que vous avez des services qui sont à bout de souffle, des fonctionnaires qui tiennent à bout de bras. Est-ce qu'on ne peut pas répartir autrement, M. Quatennens, la police, la justice, la fonction publique hospitalière, mais est-ce qu'on ne peut pas répartir tout simplement Ce qu'il faut, Madame Lévy, parce que la dette publique, ce qu'il faut, Madame Lévy, c'est cesser d'affaiblir l'État. Moi, je crois en l'État et sa capacité, et Emmanuel Macron affaiblit l'État. Je crois que ce n'est pas une solution que de précariser la fonction publique avec les mêmes méthodes qu'il a appliquées avec la loi travail au début de son quinquennat. Mais si, vous le savez très bien, c'est le décalcomanie. Adrien Quatennens, le président de la République a renoncé, alors qu'il n'avait pas vraiment... Laissez-moi terminer. Il a renoncé à supprimer les 120 000 postes qui étaient prévus dans son programme. Vous imaginez? Donc cette manifestation aujourd'hui des fonctionnaires que vous soutenez, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement courtoise à l'endroit du président, qui a fait un pas en arrière. Qu'Emmanuel Macron a renoncé. Deuxième chose, le statut. Il y a des pays très administrés. Regardez la Suède, par exemple. L'immense majorité des serviteurs de l'État en Suède, et les Suédois sont très heureux de leur service public, eh bien, n'ont pas le statut de fonctionnaire à vie. Faut-il être fonctionnaire à vie quand on s'occupe des espaces verts de la ville de Nevers? Faut-il être fonctionnaire à vie quand on s'occupe du parc automobile de la ville de Quimper? Faut-il être fonctionnaire à vie quand on est l'assistante d'un commissaire de police? Elle est là, la question. Monsieur Brunet, vous préférez le fait que, par exemple, sur 25 millions de contrats signés en 2017, 17 millions soient des CDD de mandat à mois? C'est ça votre modèle? C'est la précarité généralisée? C'est de faire en sorte que, comme c'est le cas aujourd'hui, il y ait de plus en plus de CDD dans la fonction publique? 70% de ces CDD. L'égalité, c'est-à-dire le fonctionnaire, Éric Brunet, harmonisons et les mêmes contrats de travail. Nous avons donc un point d'accord, harmonisons par le haut. Pourquoi pas? Si c'est souhaitable, puisque vous avez l'air de dire que harmonisons plutôt vers le haut. Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est la question. Ce que vous nous proposez, c'est ce qui fonctionne pas depuis des décennies. C'est-à-dire qu'en gros, parce que votre affaire fonctionne, Emmanuel Le Chypre, j'ai l'impression que ce qu'on a sous les yeux, ça
fonctionne. Non, mais moi, ce que je vois, le constat que je fais, c'est que on est le pays qui prélevons le plus d'impôts au monde, qui dépensons le plus au monde, qui distribuons le plus de dividendes aux actionnaires, qui avons un sous-investissement chronique, qui n'avons pas de hausse de salaire. Attendez, on va juste rappeler un truc, c'est que d'abord, quand vous partagez la richesse créée par les entreprises, vous la partagez entre les salaires et ce qui reste à l'entreprise. La part des salaires, elle n'a jamais été aussi élevée depuis le milieu des années 80. Jamais les salariés français n'ont reçu autant de la valeur ajoutée. Après, attendez, laissez-moi terminer. Après, vous avez ce qui reste pour les entreprises, c'est-à-dire les dividendes et ce qui sert pour l'investissement. Que vous me disiez que les entreprises distribuent trop de dividendes par rapport à ce qu'elles investissent, je suis d'accord. Mais vous pouvez pas dire ça. Et après, je termine un truc. Oui, mais là, c'est votre interview que nous faisons ce soir. Mais vous pouvez pas dire. On l'a tous les jours, votre modèle économique. Vous le défendez. Vous pouvez pas vous satisfaire d'un modèle dans lequel on a de plus en plus de fonctionnaires et on dépense de plus en plus avec des résultats de plus en plus mauvais. Parce que ce que vous nous proposez, c'est de continuer ça. On devrait se mettre d'accord. Aujourd'hui, on est tombé d'accord à l'instant pour dire qu'il y a un problème de pénurie d'emploi, pénurie d'activité. Quand on dit donc qu'on va travailler plus longtemps, alors que vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans, lesquels d'ailleurs ont fait leur 40 annuités, et qu'à l'autre bout de la vie active, vous avez des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi. Quand on voit bien que la dernière fois qu'on a vraiment créé de l'emploi dans ce pays, c'est quand on a diminué le temps de travail. Et surtout, Monsieur Le Chypre, surtout quand on voit une chose, c'est que malgré nos désaccords politiques, et je pense que tout le monde les aura compris ce soir, eh bien malgré ça, nous sommes, vous, moi, tous mis au pied du mur, de régler un défi considérable, le défi climatique. Et moi, je propose, et nous portons avec la France Insoumise, un projet qui se propose de faire du défi climatique la colonne vertébrale. Nous voulons remettre ce pays au travail, non pas pour qu'il se lève le matin pour faire la concurrence libre et non faussée, qui fait que même vous avez des gens qui n'ont pas de besoin, qui ne sont pas dans le besoin matériel, qui finissent par interroger le sens de ce que nous faisons. Moi, je voudrais que nous nous levions le matin, que nous réindustrialisions ce pays, non pas pour faire la compétition généralisée, mais pour régler ce défi climatique. N'est-ce pas un projet plus enthousiasmant que de faire des économies, que de précariser le travail? Votre projet, Monsieur Quatennens, l'offre politique, Éric Brunet est passé par là il y a quelques minutes, l'offre politique à gauche pour ce scrutin, elle est assez touffue, voire embrumée. La France Insoumise, Génération de Benoît Hamon, Place Publique, Yann Brossat pour le Parti communiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes entre 8 et 9%. C'est compliqué. Et pourtant, vous faites campagne depuis 8 mois. Oui. Pourquoi, alors que vous avez soutenu les Gilets jaunes, très clairement, pourquoi est-ce que, typiquement, ils ne se sont pas mobilisés pour vous? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au-delà aujourd'hui? Bon, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a, vous l'annoncez, une forte abstention qui est annoncée lors de ce scrutin. Et nous, si nous avons décidé de faire campagne depuis 8 mois, de mettre en circulation un programme pas depuis 48 heures, et en plus un programme de Tartuffe, parce que quand même, regardez ce que propose Madame Loiseau, c'est précisément le contraire de ce qui est fait à l'échelle nationale. Elle dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions carbone. Emmanuel Macron en France signe le CETA qui fait qu'on déménage le monde et qu'on poursuit le libre-échange. Elle dit qu'il faut qu'il y ait une limitation il faut qu'on lutte contre les paradis fiscaux. Précisément, ils refusent en France d'inscrire l'Irlande et le Luxembourg en liste des paradis fiscaux. Ils veulent l'Europe de la paix et en même temps, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite. Vous m'avez pas répondu, vous ne décollez pas. Donc... Et pourtant, votre programme, ça fait 8 mois. Nathalie, 8 mois que vous l'évoquez. Je vous remercie de vous soucier de notre décollage. Venez nous aider sur le terrain, nous y sommes tous les jours. Comment vous l'expliquez, Monsieur Quatennens? Moi, je vous explique une chose. D'abord, c'est clair, il y a des gens qui considèrent qu'il y a une résignation qui est là et que peut-être l'abstention serait finalement le bon chemin. Moi, je vous le dis et je lance un appel depuis votre antenne. S'abstenir le 26 mai, c'est faire à Emmanuel Macron un cadeau qu'il ne mérite pas. C'est la seule occasion que nous avons pour lui dire ce que nous pensons. Donc le 26 mai, il faut y aller, quel que soit votre vote. Ensuite, moi je vais vous dire pourquoi il est préférable de voter pour la France Insoumise, permettez-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diagnostic est clair. L'Union européenne de nos rêves est morte. L'idéal de coopération entre les peuples a été sacrifié sur l'autel de la compétition généralisée. L'Union européenne aujourd'hui, ça n'est rien d'autre qu'un marché. Un marché qu'organise méticuleusement, méthodiquement, le dumping social et fiscal. Et avec des règles qui ont, rappelez-vous-en, parce qu'en 2005, les Français se sont prononcés. Et nous sommes les héritiers de ce nom de 2005 qui a été foulé aux pieds. Et ça, c'est un problème, c'est une cicatrice qui reste ouverte. Et je vous le dis pour terminer, l'Europe sociale et écologique, dans le cadre de ces traités, c'est un slogan mensonger. Et c'est un de nos points de désaccord avec d'autres listes. Je pense par exemple que face au défi climatique, il est temps de changer d'écologiste. Parce qu'on ne peut pas faire la planification écologique dans le cadre de traités qui empêchent d'investir, 3% de déficit maximum, ou qui, si par exemple... Si vous voulez interdire le glyphosate, non, mais c'est précis quand même. Non, c'est une campagne européenne, Madame Lévy. Si vous voulez interdire en France, si vous voulez interdire en France le glyphosate, donc d'éviter qu'il y en ait dans votre assiette, par exemple. Il faut bien que vous évitiez que les produits glyphosatés qui arrivent d'ailleurs
ne viennent sur votre territoire. Vous êtes d'accord? C'est profondément européen. Les traités européens vous en empêchent. Donc aujourd'hui, on a des campagnes qui sont d'incantation. Notre programme à nous, c'est un programme qui est opérationnel. Maintenant, tout de suite, avec des propositions sérieuses. Sauf que le critère des 3%, ça n'existe plus. Hein. C'est plus... Pardon? Ah non, c'est plus ce critère-là qui est... Mais comment vous pouvez nous expliquer ça alors que tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale doit passer dans le tunnel de ces 3%? Non, mais que les budgets que nous votons, nous, au Parlement... C'est pas les nouvelles règles européennes. Non, mais c'est les règles qui s'appliquent. Vous mettez en cause la règle 3% de déficit. Il reste une minute, Éric. À propos de ces élections européennes, comment vous, la France insoumise, vous réfléchissez, vous êtes des sacrés stratèges sur le plan politique, comment avez-vous pu vous laisser enfermer dans le corner de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron? Ça s'est fait cet après-midi. Macron a dit « je veux absolument gagner cette campagne contre les populistes, etc. » Il a mis les Polonais, les Hongrois et Marine Le Pen dans le même panier. Et Marine Le Pen a dit « chiche, si jamais vous perdez, vous démissionnez, vous vous tirez comme l'a fait le général de Gaulle. » Et finalement, dans cette équation-là, simplifiée, vous n'existez plus. Éric Brunet, voilà, votre réponse. Ce duel prétendu, il est délétère, c'est un piège qui est tendu à tous les Français. Et quelque part, vous l'entretenez. J'ai appris que la semaine prochaine, il va y avoir un face-à-face organisé ici même entre M. Bardella et Mme Loiseau. C'est-à-dire que l'élection européenne, c'est qu'un tour, et cette chaîne organise un deuxième tour factice. N'est-ce pas un problème? Je vous pose la question. Moi, je pense que c'est un problème. Et donc, moi, je vous le dis. Si vous étiez à 25% Emmanuel Macron, ce serait vous Emmanuel Macron nous fait prendre un retard considérable. À cette heure, ça fait 2 ans qu'on en mange. Il y a plein de choses intelligentes qui auraient pu être mettre en place. La France pourrait ouvrir la voie d'une bifurcation salutaire, notamment sur la question climatique. On perd un temps précieux à l'heure où je vous parle. Et pour déjouer ce piège du face-à-face entre Macron et Le Pen, parce qu'il faut le déjouer. Madame Le Pen a des alliés en Autriche qui votent la semaine de travail de 60 heures. Son allié italien, Monsieur Salvini, court après Monsieur Macron pour faire la même politique fiscale avec la flat tax. Madame Le Pen, alors que les Français réclament des hausses de salaire, court les plateaux télé pour dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Madame Le Pen veut l'augmentation du temps de travail avec 39 heures payées 39. Donc pour déjouer ce face-à-face entre Le Pen et Macron, il y a un vote efficace, un vote méritant, parce que c'est des militants qui sont au terrain depuis 10 mois, qui se donnent vraiment à la tâche et qui mettent un programme en circulation. C'est le vote de la France insoumise avec Manon Aubry et une belle liste qui est à l'image de la population de ce pays et de ses engagements. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'être venu ce soir. Merci à vous. Nous en dire plus. Évidemment, merci Éric Brunet, Emmanuel Le Chypre. C'est toujours sportif avec les deux là. C'est pour ça qu'ils sont là. Bon, c'est bien. Merci. Merci à vous. La suite, c'est Bruce Toussaint et ses invités.